Salut à tous, une information majeure nous est parvenue à la place de la date du Brexit le 29 mars 2019. Il s'agit d'une information extrêmement importante concernant la situation bancaire mondiale, en l'occurrence les accords de Bâle III, qui redéfinit l'or comme une monnaie, c'est-à-dire un actif de confiance. Bien évidemment, c'est une information majeure qui nous est passée sous le nez, finalement, si j'ose dire, parce que ça fait quand même plus de 2 mois que l'information est arrivée. Bien sûr que les médias mainstream n'en parleront pas, bien évidemment, que c'est à nous d'aller chercher les informations qui sont extrêmement importantes. Nous avons eu le 29 mars un Brexit qui devait être mis en place, mais qui n'a pas été mis en place, qui a été repoussé par le système. Et pourquoi? Il y a quand même peut-être une raison à cela, concernant l'or qui redevient une monnaie. C'est quand même une information majeure. Depuis la fin des accords de Bretton Woods dans les années 70, maintenant l'or redevient une monnaie. Comme finalement l'histoire du monde, comme finalement d'habitude. C'est plutôt cette séquence des années 70 jusqu'à aujourd'hui qui est plutôt assez archaïque. Et plusieurs crises, depuis la fin des accords de Bretton Woods jusqu'à aujourd'hui, plusieurs crises se sont succédées avec une intensité croissante. C'est ça qui est important à comprendre. Alors j'ai fait une vidéo mi-novembre concernant les Rothschild qui vendent leur fiducie et que fin mars, ils allaient finir de vendre leur fiducie de manière accélérée, si j'ose dire. Et là, juste au jour près, si j'ose dire, fin mars 2019, tout d'un coup, on a une information extrêmement majeure. C'est-à-dire que les Rothschild, qui bien évidemment détiennent les banques centrales et donc ordonnent à la BRI, nous allons voir, juste ordonnent à la BRI, finalement, et bien comme la crise couvre, qu'il y a un risque que le dollar et l'euro explosent, que l'or redevienne une monnaie, et que l'or, bien évidemment, mondialement, il n'y a aucun problème, elle aura toujours de la valeur. Donc ça, c'est une notion fondamentale et primordiale à comprendre concernant les Rothschild qui finissent de vendre leur fiducie, et que juste après, ils ordonnent à la BRI, comme la crise arrive, malheureusement, et cette information malheureusement va en ce sens encore une fois, eh bien, ordonne à la BRI de remettre l'or à son statut normal, en réalité, tout simplement. Alors, pour comprendre le raisonnement, déjà, il faut comprendre la structure, c'est-à-dire ce qu'est la BRI, ensuite, ce que sont les accords de Bâle III, et puis ensuite, on va développer un raisonnement concernant l'or et les impacts que ça peut avoir. Alors, qu'est-ce que c'est que la BRI? Sur le site professeurforex.com, BRI, Banque des règlements internationaux. La Banque des règlements internationaux a été créée en 1930. C'est la plus ancienne institution financière internationale. Son statut juridique est celui d'une société anonyme dont les actionnaires sont des banques centrales. Tiens donc. À l'origine, construite pour gérer les réparations d'après-guerre dues par l'Allemagne suite au traité de Versailles, la Banque des règlements internationaux n'a plus de raison d'être et ne semble n'être plus qu'un lieu de dialogue à tous les banquiers centraux du monde. La banque est située à Bâle, donc en Suisse, est dirigée par le français Christian Noyer et est appelée la Banque centrale des banques centrales. Christian Noyer, on ne voit pas souvent, alors que c'est le personnage, c'est le banquier le plus important du monde, tout simplement. Alors bien sûr, on va dire les Rothschild, mais bon, c'est une famille historique, donc qui dirige les banques centrales. Rôle de la deuxième banque des règlements internationaux. La BRI a pour mission de servir de pivot pour les systèmes de transactions monétaires internationales. La BRI possédera environ, en dépôt, environ 7% des réserves de change internationales. Coordonner les grandes banques centrales du monde, lesquelles sont les actionnaires et les membres du conseil d'administration de la BRI. Conduire des études monétaires, économiques et financières. Préparer les accords de Bâle au sein du comité de Bâle. Ratio de Cook, normes prudentielles applicables à l'ensemble des banques de la planète. Cette dernière fonction, malgré la distriction de la BRI, en fait l'institution financière internationale la plus importante du système financier mondial. Et oui, en effet, en décidant du montant
de capital propre que les banques commerciales doivent garder en réserve, c'est l'essence même du système bancaire et son système de réserve fractionnaire qui est dicté par l'apport des règlements internationaux, tout simplement. Soulignons que depuis la présidence française du G20, le comité de Bâle prévoit l'entrée en vigueur pour 2018 des accords de Bâle 3. Fonctionnement de la BRI. Et donc je termine sur ces 2-3 derniers paragraphes. Le capital de BRI est composé d'actions appartenant à 60 banques centrales, des institutions et personnes privées en ayant été exclues depuis 2000. Ce capital est divisé en 600 000 actions représentant 230 milliards d'euros, de dollars, dont la moitié appartient aux banques centrales d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique, de France, d'Italie et des États-Unis. C'est pour ça qu'il dit, notamment les États-Unis, le fait que les Rothschild ordonnent, bien évidemment, tout ça, et dirigent tout ça. Oui, on suit l'histoire, mais on n'est pas informé. Donc il faut savoir que les Rothschild vendent leur fiducie en octobre, et il faut savoir qu'ils finissent aussi de vendre fin novembre, et tout de suite on a une directive. Voilà. Ce sont donc les gouverneurs de ces 6 banques centrales qui se partagent la direction de la BRI avec les gouvernements des banques centrales du Canada, de Chine, du Japon, du Mexique, des Pays-Bas, de Suède et de Suisse, et le président de la Banque centrale européenne. Les fonctions représentatives au sein de la BRI n'ayant pas été transférées à la BCE lors de la création de cette dernière. Il y a un vote. BOC for Association en anglais, la BS, a été créée en 1933. Donc, voilà. Ensuite, c'est la suite de ce que je disais au début. Hein. Voilà qui est intéressant. Alors, bien sûr, sur cartefinancement.com, on avance dans le raisonnement, comme je vous disais, pour essayer de comprendre les accords de Bâle. Parce que là, on a compris la structure BRI, bien sûr. On a compris qui dirigeait et qui ordonnait les choses, bien sûr. Ça, on le savait. Mais pour le coup, l'info du 29 mars, là, c'était pas facile à savoir, sincèrement. Ils ont gardé ça pour eux, en secret. Et maintenant, on comprend mieux pourquoi Macron donne à JP Morgan, la banque commerciale, la transaction de l'or des Français, notre or, l'or de la France. Pourquoi Emmanuel Macron donne à JP Morgan? Voilà, maintenant on comprend mieux pourquoi, puisque l'or est une monnaie. Voilà. La France ne garde plus rien, la France n'a plus d'or. C'est à la JP Morgan maintenant, tout simplement. C'est une lourde catastrophe. Et maintenant on comprend mieux pourquoi, parce que c'est vrai que quand je dis Macron vend l'or, oui, mais c'est assez. On était un peu interloqué par ça, mais là on comprend tout. Voilà. Les accords de Bâle pour les nuls sur carte financement, créés par les pays du G10 en 1974. Donc, juste après, finalement, la fin des accords de Bretton Woods, ça corrobore à peu près le comité de Bâle supervise l'industrie financière pour la Banque des règlements internationaux. Ces 3 grands accords imposent aux banques des règles contraignantes, notamment en termes de solvabilité et de liquidité. Le dernier accord, Bâle 3, vise à adapter la régulation du système bancaire à la suite de la crise de 2008. Les plus grandes banques centrales, réunies dans le comité de Bâle, cherchent à prévenir l'apparition de crises financières et à limiter le cas échéant de leur diffusion. L'idée est de rendre toutes les banques plus solides en leur imposant un seuil minimum de fonds propres calculés par rapport à leur volume d'activité, la nature de leurs engagements. La valeur d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible. Les établissements de crédit ont à chaque fois plusieurs années pour s'adapter aux nouvelles contraintes. Bâle 1, donc, justement. Création du ratio coût qui impose 8% de fonds propres par rapport aux engagements de la banque. Bâle 2, surveillance interne des risques des banques et accent mis sur la transparence. Comme je disais, Bâle 1, Bâle 2 et Bâle 3, ça devient de plus en plus contraignant parce que les crises augmentent, vont à l'intensité depuis la fin des accords de Bretton Woods en 1974. Et oui, c'est implacable. L'approche des risques évolue avec l'intégration de la notion des risques opérationnels en 2007. Il est aussi demandé aux banques d'organiser la surveillance interne de leurs risques. Le ratio coût devient le ratio McDonough, toujours 8%. La mesure des fonds propres est alors plus fine, notamment avec l'intégration du risque opérationnel et la notion de fonds propres plus durs, le fameux tiers 1. Bâle 2 s'articule alors en 3 piliers complémentaires. Les fonds propres, la surveillance des risques
Et la transparence, la transparence. La transparence des banques, c'est magnifique. C'est quand même incroyable. Voilà, on sait que les mafieux blanchissent l'argent dans les banques, hein. Pas depuis la trisomie, mais bien avant, hein. Ça, c'est une notion importante. Et c'est des milliards et des milliards, hein, bien sûr. Face à la crise, donc BAL 3, introduction d'un ratio mesurant les fonds propres par rapport aux actifs de la banque. Face à la crise des subprimes, ce que la régulation de l'époque n'a pas pu circonscrire, c'est-à-dire BAL 2 n'a pas pu, donc on met BAL 3 par rapport à la crise des subprimes. Et on peut continuer comme ça, hein. C'est-à-dire s'il y a une crise qui arrive, et puis ensuite on met BAL 4, etc. Non, là pour le coup, la prochaine crise qui va arriver, là, malheureusement, on ne pourra pas rattraper, malheureusement. Le comité de Bâle a encore durci ses exigences, s'appliquent sur les fonds propres réglementaires de manière étalée dans le temps. Ils sont toujours à 8% des engagements, donc 4,5% de fonds propres dits tier 1 en 2013, et c'est là-bas 10,5% des engagements en 2019, dont 6% de tier 1. De plus, un ratio de levier a été introduit, il rapporte le montant des fonds propres de base tiers 1 au total des actifs non pondérés du risque de la banque. Pour terminer cette séquence concernant les accords de BAL 3, pour être plus concret et réduire les risques d'illiquidité, la banque doit également sélectionner des actifs facilement cessibles sans perte de valeur pour nourrir sa trésorerie en cas de besoin, bank run, paralysie du marché interbancaire. Tiens, c'est intéressant. On a eu une réforme juste après, la réforme de 29 mars. Parce que là, pour l'instant, on ne mentionne pas que l'or. En outre, il est demandé aux établissements de crédit de pondérer leurs actifs en fonction de la qualité de risque de leurs engagements. Exemple, les risques ne sont pas les mêmes pour un crédit à un État ou à une entreprise. De même, le développement des activités de marché devra être compensé par plus de fonds propres. À partir du moment où l'or devient un fonds propre, là, pour le coup, ils vont bien stocker. Tout simplement pour sauver les banques. On parlait de crise larvée, une vidéo de Solidarité et Progrès qui parlait de crise larvée. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Là, ça confirme définitivement qu'on est en cours de crack. En ce moment même, tout simplement. Tout simplement. À partir du moment où les Rothschild vendent leur fiducie et que l'or redevient une monnaie, tout d'un coup, là maintenant, on est en cours de crack. Voilà. Il faut se mettre ça en tête. Et là, effectivement, à partir du moment où nous-mêmes, on a l'argent dans notre banque, on ne se soucie pas. Hein. Et puis, les médias, bien sûr, on n'en parle pas. Donc, voilà. Eux, ils font leur mise en place. Et puis nous, on est quand même censé comprendre. On est quand même censé comprendre les informations. Il y a Internet, il faut y aller quand même. C'est pas facile, c'est vrai. De 2008 à 2015, en un temps record, les fonds propres des grands groupes bancaires français ont été portés de 130 à 275 milliards d'euros. Depuis, ce sont de meilleure qualité. Les gains en matière de solvabilité ont été réalisés pour l'essentiel par une augmentation du capital et non par une baisse des actifs moyens pondérés. Néanmoins, certaines banques sont sorties de métiers non stratégiques comme le financement de bateaux ou d'avions devenus trop coûteux en fonds propres et en liquidité. Donc, cartefinancement.com, finalement pour les nuls, mais oui, on est quand même bien informé quand même. Et il faut avoir quand même un petit socle de connaissances de base. Moi, en faisant la série de vidéos sur écrit, bien évidemment, j'ai augmenté mes connaissances, humblement et simplement, et il n'y a pas de problème pour comprendre cette séquence. Bien évidemment. Alors, là, pour le coup, on va aller sur sérénitépatrimoniale.com et décrypter. Donc, décryptons les directives de la BRI, tout simplement. Puisque là, on vient de définir la BRI et ce que sont les apports de bas. Et là, on va rentrer dans le fond et dans le raisonnement pour comprendre le déroulement de cette séquence, tout simplement. Alors, cette photo, voilà, ça nous fait penser à Tour de Babel, en plus, là, de la BRI. C'est juste une image. Un article du 3 avril 2019. Alors, attention aux fausses pistes, c'est intéressant cette petite remarque. Attention aux fausses pistes. Si vous saisissez BRI dans votre moteur de recherche préféré, vous allez trouver une foultitude de liens vous amenant vers la brigade de recherche d'intervention de la police nationale. Il n'y a pas que la police dans la vie, même celle d'Argile. Commençons donc par situer la banque des
règlements internationaux dans le paysage financier mondial. La BRI est souvent appelée la banque des banques centrales. En effet, c'est la BRI qui, via le comité de Bâle, dicte la politique de gestion financière des banques centrales. Le saviez-vous? Tout comme la Réserve fédérale américaine, elle est réellement détenue par des banquiers privés de la haute finance. Oh, elle pouvait dire les Rothschild, tout simplement. Dans une totale opacité et nous pas informés. Pour ce qui est de la Fed, je voulais largement montrer dans les billets du 10 mars, puis du 17 mars et du 24 mars 2018. J'aurai prochainement l'occasion de revenir en détail sur cette banque particulière, qui est la BRI. Comme je l'avais expliqué dans mon billet du 2 septembre 2014, le directeur général de la BRI, Jaime Caruana, maintenant ce n'est plus lui bien sûr, déclarait déjà à un parterre de banquiers internationaux, les investisseurs ignorent le risque de resserrement monétaire dans leur quête vorace au rendement. Puis, dans mon billet du 27 mars 2017, je vous relatais que la BRI s'inquiétait de l'embonpoint de la dette mondiale. Dans celui du 7 avril 2018, je vous faisais part de la question suivante posée à 42 banques centrales dont la BRI, dans le contexte où les banques centrales détiennent l'or comme actif de réserve dans leur bilan. La Banque centrale peut-elle clarifier les principales raisons pour lesquelles elle continue de détenir de l'or en tant qu'actif de réserve? Très bonne question de 2017, alors que les accords de Bâle III n'avaient pas été mis en place. Mais même l'accord, même cette révision, je veux dire, de l'accord, n'a pas été mise en place. C'est une très bonne question. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Que répondent les banques centrales concernant l'or comme actif de réserve? Et c'est ça qui est fondamental. C'est cette réponse-là qui est majeure et fondamentale. Les réserves d'or peuvent être activées en cas d'urgence. L'or est une réserve d'urgence en cas de crise. Alors, je vais continuer quand même. Mais là, il faut être sérieux. Là c'est très clair. Nous sommes en 2019 et nous sommes en crise. Hein, il y a une crise de la dette. Là, c'est la crise de la dette des États-nations. Et donc, c'est l'euro et le dollar qui risquent d'exploser. Et donc, l'or revient en scène, si je veux dire, revient en lumière, bien évidemment, pour enlever ce système de liquidité qui va exploser. Qui va exploser. Les États sont largement endettés, mais c'est même plus possible comme ça. Donc, malheureusement, il faut se préparer à une crise d'une rare violence, sincèrement. Et là, l'or est une réserve d'urgence en cas de crise, d'une éventualité imprévue d'assurance. La Banque d'Angleterre précisant même un coffre de guerre, l'ultime atout à tenir en cas d'urgence. Là, je veux dire, et la France vend son or. Là, la France, elle est complètement cuite. Dans ce contexte général, vis-à-vis, malheureusement pour nous, hein. Alors, et c'est pour ça qu'il faut en avoir conscience et acheter de l'or. Alors, peut-être que les banques vont avoir plus de difficultés, mais si vous avez de l'or, gardez-le. Si vous avez de l'or physique, palpable, gardez-le. Ça peut vous servir maintenant. Ça pourra vous servir en cas de crise, donc gardez-le en stock. Oula, très important. Je vous rappelle que dans le cadre de la mise en place des accords de Bâle III, l'or depuis le 29 mars 2019, traité comme du cash en termes de valeur dans le bilan des institutions financières. L'or a maintenant pleinement sa place dans les bilans en matière de liquidité à compter de cette date. L'or que possèdent les banques devient l'équivalent au cash, sera donc désormais considéré sans risque. Depuis les accords de Bretton Woods, c'est la première fois que le métal jaune est traité comme une monnaie et non plus comme une relique barbare. Êtes-vous toujours réfractaire à mes conseils d'inclure l'or physique dans votre patrimoine alors que son cours est encore accessible? Ah, très très bonne question. Et oui, incluez l'or physique dans votre patrimoine, c'est d'une extrême importance. Et oui. Puis gardez-le, hein, gardez-le en stock, bien sûr. Alors, bien sûr, sur org.fr, là pour le coup, c'est une petite excursion hein, pour essayer de comprendre, pour préciser la situation concernant l'or, avec toujours Philippe Erlin, hein, c'est Philippe Erlin de Gold Broker, nous voyons ici. Article intéressant, bien évidemment, je ne vais pas lire l'intégralité, mais je vais en lire la quintessence comme d'habitude.
sur le retour en force de l'or dans le système bancaire, publié par Philippe Erlin le 4 avril 2019, or.fr. Intéressant, toujours. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Philippe Erlin? Jusqu'ici, l'or était classé comme actif de niveau 3, tiers 3, avec une évaluation du risque de 50%, ce qui obligeait les banques à immobiliser des fonds propres pour couvrir ce risque à hauteur de la moitié du montant détenu. Voilà qui n'encourageait pas et même dissuadait les banques d'investir dans le métal précieux. Désormais, leur physique passe en actif de niveau 1, tiers 1 donc. Il est considéré comme équivalent au cash, c'est-à-dire sans risque et donc sans nécessité d'immobiliser des fonds propres. Équivalent au cash, donc le cash, ben on en parle aussi sur internet, un plein de youtubeurs en parlent. Oui, ça risque de disparaître. On ne peut pas imprimer comme ça à tir d'arigot jusqu'à. Non, ben non. Malheureusement, ça risque d'imploser un moment, bien sûr. Alors, je vais lire ces deux derniers paragraphes pour terminer. Sur Europe.fr. Alors, par ailleurs, comme les banques doivent augmenter leurs fonds propres et leurs coussins de liquidité, on peut imaginer qu'elles vont devenir acheteuses d'or physique dans les mois et les années à venir. Et oui. Alors, là, le 29 mars, alors, juste encore une fois sur les rotules, ils vendent d'abord leur fiducie et c'est après les autres questions. Mais c'est eux d'abord. Hein. C'est quand même intéressant à comprendre. Donc, 29 mars, jusqu'à quand? Donc, à partir le top départ des banques, c'est le 29 mars. La JP Morgan est déjà dans les starting blocks avec l'or de France. Jusqu'où ça va aller? On ne sait pas. Les banques centrales montrent d'ailleurs le chemin depuis plusieurs années. Elles ont acheté 651 tonnes d'or en 2018. Effectivement, ils ont prévu le coup. C'est une hausse de 74% par rapport à 2017, établissant ainsi un record depuis 71. On ne comprenait pas pourquoi ils faisaient ça. Lorsque le président Richard Nixon mit fin à la convertibilité du dollar, ce sont surtout les pays émergents qui sont actifs, comme la Chine, l'Inde, la Russie, la Turquie, et qui veulent également s'éloigner de l'emprise du dollar. Selon les traders sur le marché des métaux précieux de Londres, Andrew Maguire, plusieurs grandes banques commerciales comme la Goldman Sachs, la JP Morgan, qui a l'or de la France tranquillement, HSBC, UBS, Standard Bank, Deutsche Bank, ont déjà commencé à accumuler de l'or physique. La JP Morgan qui a tout l'or de la France pour elle, tranquillement. Voilà pour Or.fr. Alors pour terminer cette vidéo, une importance majeure. Alors celle-ci, il faut la distribuer partout. C'est majeur, fondamental, tout ce que vous voulez. Alors, ils font des choses en douce, on n'est pas informé. Hein. C'est quand même extrêmement important de diffuser en grand nombre, en masse, cette vidéo pour que tout le monde soit informé de ça. C'est très 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 important, majeur. Alors, c'est extrêmement important. Alors, pour aller plus loin dans le raisonnement, comprendre ce blackout entre le 15 août 71, la fin des accords de Bretton Woods, et le 29 mars 2019, nous avons le Saker francophone qui publie un article de Valentin Katasonov du Fonds stratégique de la culture, un site russe. Et bien évidemment, c'est un article extrêmement enrichissant, extrêmement long. Mais j'en ai comme d'habitude de la quintessence pour terminer et clôturer cette vidéo d'une rare importance. Bien évidemment, qu'adviendra-t-il de l'or le 29 mars 2019? Le métal jaune redevient une monnaie. Bien évidemment, c'est tellement important, tellement majeur. Bien évidemment, une petite revue historique, rapidement, l'or pendant des siècles et même des millénaires a joué le rôle de monnaie, bien sûr. Cependant, il y a plusieurs décennies, depuis les années 70, donc, l'or de métal monétaire a été dégradé en produit boursier ordinaire. L'étalon de change or a pratiquement cessé d'exister le 15 août 71, lorsque Richard Nixon a annoncé que le Trésor américain cesserait d'échanger le billet vert contre le métal jaune. Le fil qui reliait l'or au monde monétaire était rompu. Juste entre parenthèses, ça signe la fin aussi, comme je disais dans mes vidéos sur les crises, la fin des 30 glorieuses, et depuis on n'a fait que couler. Hein. Il y a eu des chocs pétroliers, il y a eu malheureusement des guerres, etc. Il s'est passé plein de choses très difficiles, donc ça a un lien forcément. Bien
évidemment. Alors, c'est vraiment très intéressant de lire l'intégralité, mais évidemment, je mettrai les liens comme d'habitude, et je vais lire ce paragraphe extrêmement intéressant. Historiquement, c'est très intéressant. Le monde a vécu sans ordre monétaire pendant plus de 4 décennies. Toutefois, certaines personnes ont compris que le monde de l'art avait un côté extérieur visible et un côté différent dans l'ombre inconnu du grand monde. De cet autre côté, des manipulations constantes du métal jaune avaient lieu. Ces manipulations satisfaisaient à la fois les intérêts égoïstes de différents acteurs et les objectifs stratégiques des maîtres de l'argent. C'est-à-dire des principaux actionnaires de la Fed. Leurs objectifs principaux étaient de maintenir le cours de l'or au plus bas. Intéressant. Sans son écrasement, il était impossible de garantir l'hégémonie du dollar américain dans le monde. Plus le cours du métal précieux est élevé, plus le dollar s'affaiblit. Donc la technique des années 70 jusqu'à aujourd'hui, c'était d'affaiblir l'or et d'augmenter le dollar. Or là, avec la dette américaine, le dollar est en train de s'affaiblir tout seul, et donc les Rothschild sont obligés de remettre l'or comme monnaie. C'est un plateau. Tout simplement. Alors, et je vais lire pour terminer ces deux derniers paragraphes avec le post-scriptum intéressant. Selon les règles du CSB, le capital des banques est divisé en 3 catégories. La catégorie supérieure a toujours été la monnaie, que ce soit ou non en espèces. Ensuite viennent les bons du trésor, ayant obtenu la meilleure cotation. En premier lieu, les obligations du trésor américain, toujours. Puis, dans la troisième catégorie, l'or était considéré comme un équivalent monétaire. Et le calcul des fonds propres des banques était effectué sur la base d'une évaluation de l'or détenu par la banque à hauteur de 50% de sa valeur de marché. Naturellement, avec une telle discrimination de l'or, les banques n'étaient pas particulièrement incitées à accumuler métaux précieux, bien sûr. Toujours le dollar. À partir du moment où les États-nations ne veulent plus d'or et que la dette augmente, je vous ai dit aussi, il y a d'autres projets, il y a 21 000 milliards oubliés, etc. Il y a d'autres projets secrets, bien sûr. Voilà, tout est lié, mais c'est quand même assez nébuleux. Voilà, je reste sur cette information, avec ce dernier paragraphe pour terminer. Et voici qu'à partir du 29 mars, les banques seront autorisées à comptabiliser l'or dans leurs fonds propres à 100% du prix de marché. L'or passe ainsi de la première catégorie, comme je disais, ce qui signifie qu'à partir du 29 mars, l'or devient une valeur monétaire telle que le dollar, l'euro ou la livre sterling. Peut-être qu'après le 29 mars, tout semblera en apparence comme avant, mais de toute manière, la mine d'or devra exploser. Et oui, donc l'euro, le dollar et le livre, ça semble compliqué quand même, l'avenir de ces monnaies. C'est ça qu'il faut comprendre derrière tout ça, tout simplement. On est en pleine crise, tout simplement. Alors, le post-scriptum pour terminer cette vidéo, on soupçonne que la règle d'or dans le document de Bâle 3 a été incluse grâce aux efforts du clan Rothschild. Depuis 2 siècles, s'en est occupé sérieusement et qui sait comment gérer le marché de ce métal. Avec l'introduction de la règle d'or, ils s'attendent à renforcer leur position fragilisée. La démonétisation de l'or dans les années 70 a affaibli leur influence sur les finances internationales. Et oui. Donc ce post-scriptum-là est quand même intéressant pour comprendre toute la séquence. C'est assez nébuleux. Voilà une information majeure, extrêmement importante à partager au plus grand nombre. Et je vous en remercie pour cela. Comme d'habitude, toujours, vos commentaires sont les bienvenus et toujours intéressants pour le collectif. Bien sûr, n'hésitez pas vraiment à mettre vos commentaires, c'est très intéressant et très important. Et vos abonnements aussi sont fort appréciables à chaque fois, bien sûr. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et à la prochaine. Merci.